Et si pour une fois, je commençais cette émission par une devinette? À vous de découvrir où je me trouve. Alors, premier indice, un décor de ville ouvrière, avec une cheminée d'usine là-bas qui dépasse à l'horizon, le chevalement d'une exploitation minière, et puis bien sûr ces deux terris juste en face. Sauf qu'ici, on les appelle grassiers. Allez, on progresse. Glasgow, 1976. Ça ne vous dit toujours rien? Et alors, un dernier indice, c'est écrit là, les poteaux carrés. C'est unique au monde. On se trouve à l'entrée d'un restaurant et des vieux morceaux de poteaux tout abîmés. Exemplaire original d'un morceau des poteaux carrés de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ça y est, vous avez compris. Saint-Étienne, évidemment. Saint-Étienne, entré dans la légende, il y a tout juste 50 ans. C'était le 12 mai 1976. Ce jour-là, toute la France est verte. Mais les poteaux sont carrés, à en devenir maudits. Parlez-en à Dominique Battenet ou à Jacques Santini, deux des héros malheureux de cette finale perdue contre le Bayern de Munich. Un Saint-Étienne gagneur, un Saint-Étienne qui manque de chance avec un Bayern de Munich cocu. Vaincu. Et pourtant, le lendemain, c'est un triomphe sur les Champs-Élysées. Les Verts de 76 offrent une revanche à une France exsangue économiquement. Oui, une légende est née. Avec cette équipe pas comme les autres, soudée par des valeurs ouvrières issues du bassin houiller stéphanois, une équipe reçue au Palais de l'Élysée. 50 ans après ce printemps 76, que reste-t-il de cet esprit collectif, de ces valeurs, travail, entraide, humilité et dépassement de soi? Les racines ouvrières du sport et leurs défenseurs, c'est le thème de cette émission. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Héros du patrimoine. Le sport ouvrier, c'est un esprit. Et ce sont des gueules. Celle de Patrick Reveilly et de Dominique Battenet. Deux légendes de l'épopée 76 et deux enfants d'ouvriers. Il y a aussi des anonymes, comme Jean, fils de mineur. Jeannot est l'âme du coach sportif Saint-Étienne, créé par la Société des Mines de la Loire. Avec les bénévoles du club, il perpétue l'esprit d'entraide propre aux gueules noires. Cet esprit qu'avaient les mineurs dans leur boulot de tous les jours, cette camaraderie, c'est ce qu'on essaye de faire perdurer. Du côté de Sochaux, autre grande terre industrielle, les supporters se sont battus et ont sauvé leur club en 2023. Je vous raconterai l'incroyable aventure des sociochaux. Quentin, lui, est comédien. Son combat, raviver le gaga. Ça gueule pas trop là au tracol là? Il fait ça bien chaud. Hein. Ça vous met pas trop la lampe quand même? Le canon là à 10h du mat, là, tout le brave monde. Oui, on n'est pas des beaux signes, nous. Le gaga, un langage propre à Saint-Étienne, issu du monde ouvrier, que l'on parlait jadis, entre autres, dans les tribunes. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine culturel et c'est un patrimoine oral. Et c'est bien de le faire vivre encore. Enfin, je vous ferai découvrir la sarbacane, héritage direct de l'industrie des armes. Vous fermez bien les lèvres autour du canon et vous soufflez un coup sec. François fait partie des irréductibles de ce jeu d'adresse né au XVIIIe siècle à Saint-Étienne. Une discipline, et plus encore, d'authentiques valeurs de solidarité. Mais tout d'abord, me voici aux côtés de Patrick Reveilly. Fils de mineur italien, c'est l'un des piliers de l'épopée 76. Patrick, c'est lui, en bas, à droite. 4 fois champion de France, 3 Coupes de France.
Sur un terrain, il ne lâchait jamais rien. Comme sur cette action, au bout de l'effort, qui envoie Saint-Étienne vers la finale. Patrick vit toujours à Saint-Étienne. Ce tramway, c'est lié à l'histoire de votre vie. Oui. Vous l'empruntiez d'ailleurs à Quand votre jeune carrière. Quand je suis arrivé à 17 ans, on n'était pas dans les centres de formation comme aujourd'hui. On avait des appartements en ville, donc Vous partagez un appartement à on plusieurs. partageait l'appartement à plusieurs. Et comme on était jeunes, 17 ans, pas de voiture, pas de permis de voiture, donc on prenait le tram. C'était quelle atmosphère, le Saint-Étienne, années 70? La ville, c'était déjà plus ouvrier qu'aujourd'hui. Saint-Étienne, à cette époque, c'était la grande ville industrielle. 220 000 habitants, surtout des ouvriers, qui travaillaient dans les mines de charbon, la manufacture d'armes ou encore les aciéries. Au total, près de 2000 usines et ateliers, concentrés au cœur même de la ville. Dans cette rue-là, il y avait des forges. C'était toujours ouvert, tu sais, c'est des grands portails. Et là, voilà, là, maintenant, c'est des immeubles, tu vois, mais c'est des souvenirs que ça te marque. Tu vois, ces grands trucs rouges, là, qui sortaient des fourneaux. Je crois que c'est 1000 degrés quand ils sortaient des fours, c'est 1000 degrés. C'est impressionnant, et quand tu vois les mecs qui travaillaient là, tu es obligé de te lever le cul sur le terrain. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Quand tu vois ces gens travailler dans des conditions comme ça, automatiquement, tu es obligé de te bouger sur le terrain. Patrick m'emmène ce matin dans un des lieux hautement symboliques de cette histoire ouvrière. Situé à 2 pas du centre de la ville, le puits Couriot, le plus important du bassin charbonnier stéphanois. Il employait 1500 gueules noires qui se relayaient jour et nuit pour extraire le charbon à 700 mètres sous terre. Aujourd'hui, c'est devenu le musée de la mine. Patrick était une des vedettes du club, certes, mais il n'a jamais renié ses origines ouvrières. Ses parents et 2 de ses frères travaillaient dans les mines, à Gardanne, près de Marseille. Une histoire familiale qu'il n'a de cesse de transmettre. Alors ici, on arrive dans la salle du grand lavabo, comme on dit à Saint-Étienne. Chez moi, on appelle ça la salle des pendus. Enfin, j'ai toujours entendu mon papa le dire. Et on voit tous ces casques, ce bleu de travail. Leur... Ouais, parce que moi, j'ai gardé la lampe de mon père, donc Votre père était mineur oui. et vous avez conservé les souvenirs de lui, bien sûr. Un jour, ma mère m'a dit voilà, tu es le plus jeune de la famille. Et c'est vrai que quand elle m'a donné la lampe, C'est tout ce que vous avez gardé, la lampe? ah oui, de mon père, oui. Et je lui dis merci aujourd'hui, parce qu'il ne voulait pas que j'aille à la mine. Moi, je voulais C'était trop dur? Oui, et puis je voulais faire comme les autres. Mes autres copains qui ont été embauchés à la mine, parce que, voilà, on est dans ce milieu-là, on est dans ce contexte-là. Mon père n'a pas voulu, donc je me suis retrouvé mécanicien auto au départ. Et ça m'a permis de passer toujours devant la mine sans m'arrêter. Cette enfance te permet finalement de gagner pour le reste de ta vie. Parce que tu n'oublies pas d'où tu es venu. Et ça, c'est pas évident. Même encore aujourd'hui, c'est
difficile d'en parler. Cet héritage minier, le club professionnel le fait perdurer. Le musée de la mine, c'est un passage obligé pour chaque nouvelle recrue, afin qu'elle s'imprègne de l'histoire si particulière de la ville et de ses habitants, avec leurs valeurs de combat et de solidarité. Impressionnant quand même. Hein. Ah oui, ouais. C'est le compresseur qui permet d'envoyer de l'air aux mineurs qui étaient sous nos pieds. Est-ce que le fait d'avoir eu l'enfance que vous avez eue, d'avoir connu ce que vous avez connu, avec l'exemple de votre père qui était mineur, ça vous a aidé à réussir dans le football un supplément de force, un supplément d'âme? Parce que c'est tellement dur de devenir pro. Je pense que oui. Je pense que ça m'a été transmis, ces valeurs d'abnégation, ces valeurs de solidarité. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire il faut être bon techniquement, il faut être bon physiquement, il faut être bon athlétiquement, mais il y a le petit doigt, c'est le mental. Si on n'a pas le petit doigt dans une main, il nous manque quelque chose. Le football, c'est pareil. Et ce mental-là, ça a été inculqué, je pense, à l'origine. C'est qu'on veut s'en sortir. Et ça permet justement de réussir à s'en sortir et être au niveau pour être un très bon professionnel. Voilà. Les mines ont fermé dans les années 70 à Saint-Étienne. Mais il en est un qui traverse les époques sans sourciller, le stade Geoffroy-Guichard. On l'appelle le Chaudron, notamment en hommage aux aciéries qui jouxtaient l'enceinte. De cette époque dorée, il ne reste que ce bâtiment rouge, transformé en salle de sport. Alors, à quoi ça ressemble un soir de match quand ce chaudron bouillonne? Je vous propose de le découvrir maintenant avec une jeune supportrice qui n'a pas connu les grandes heures de Saint-Étienne, elle n'a que 24 ans, et pourtant elle perpétue son esprit sportif et ouvrier. Moi, j'ai des frissons à chaque fois que j'en parle ou quand, à l'entrée des joueurs, l'hymne de Saint-Étienne, pour moi, ça me prend aux tripes et ça me met des frissons. C'est comme ça depuis que je suis petite et c'est indescriptible. C'est une ferveur qui se transmet de génération en génération. Léa a 8 ans quand son oncle l'emmène voir son premier match, ici au Chaudron à Saint-Étienne. Une émotion qui la marque à vie. J'étais émerveillée, j'ai eu un réel coup de cœur, un coup de foudre. Quand j'ai vu les deux copes qui se répondaient, l'ambiance à Geoffroy-Guichard, j'avais pas les mots. À chaque fois je reviens et j'ai toujours cette même sensation. Pour moi, Geoffroy-Guichard, c'est ma deuxième maison et les supporters, c'est ma deuxième famille. C'est indispensable. Moi, il sera pour Saint-Étienne, mon enfant, il sera pas pour Lyon. Donc, dès petits, on leur fera écouter des petites comptines comme ça pour qu'ils s'habituent et pourquoi pas après les emmener au stade dès leur plus jeune âge. J'habitais dans la région lyonnaise, donc il y avait tout pour que je supporte Lyon. Et au final, non, j'ai supporté le club ennemi, on va dire. Et au final, il est ancré en moi, dans mon cœur. J'ai le sang vert et j'ai le cœur vert. Une passion de l'ordre de l'amour interdit. Mais Léa a été conquise par cet état d'esprit unique, intimement lié à l'histoire du club. Saint-Étienne, il y a un passé minier. Et le passé minier, il y a toutes les valeurs qui sont la solidarité, l'entraide. Et en fait, quand on va au stade, on voit ces valeurs-là. Sa plus grande réussite, porter le maillot des Verts de 13 à 17 ans. C'est une fierté parce que depuis que je suis petite, en fait, j'avais cette ambition d'intégrer le club de l'AS Saint-Étienne. Mais son rêve de devenir professionnel s'envole, brisé à cause de blessures. Une déception qu'elle comble en s'investissant comme supporter.
Samedi après-midi, Saint-Étienne sort de sa torpeur et s'anime. Les Stéphanois convergent vers le stade. Geoffroy Guichard, c'est le cœur de la ville, c'est les poumons de la ville aussi, c'est ce qui fait battre cette ville. Et on n'attend qu'une chose, c'est d'être le week-end pour aller voir le Chaudron. Léa réalise quelques vidéos. À 2 heures du coup d'envoi, il y a déjà beaucoup de monde. Grâce à ses réseaux sociaux, elle contribue aujourd'hui à perpétuer la légende des Verts et elle a déjà sa petite notoriété. Tu me suis sur TikTok? Bon bah ça va? On peut faire une photo? Ouais, pas de souci. Je partage mon expérience quand je vais au stade, donc je fais découvrir le Chaudron et le faire partager à plein d'autres personnes. C'est bien, j'emmène du monde avec moi pour partager la même expérience. C'est pour aussi montrer la ferveur verte, l'ambiance, montrer que même en Ligue 2, la passion elle est toujours là. Le match ce soir-là met les nerfs de Léa à rude épreuve. Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir enfin le premier but des Verts. Et 10 minutes avant la fin, délivrance. Deuxième but. Avoir 2 buts d'affilée comme ça, c'est génial. On est bien parti pour monter en Ligue 1 et ce public ne mérite pas la Ligue 2, donc je suis très contente. Victoire ou défaite, les Verts restent éternels et le Chaudron s'enflamme, toujours transporté par une magie digne des grands soirs. Quelques jours plus tard, à Geoffroy Guichard. J'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir pénétrer sur le rectangle vert de ce stade mythique. Sous mes pieds, d'anciennes galeries minières. Le sous-sol, ici, c'est du charbon. Alors, pour la mémoire de ces mineurs, on comprend que quand on foule cette pelouse, on se doit de mouiller le maillot. Je retrouve ici Patrick, avec à ses côtés Dominique Battenet, un autre héros de l'épopée 76. Ça fait quoi d'être une légende vivante? C'est trop d'honneur, ça. Oui. Ça, c'est trop d'honneur. Ça fait quoi d'être vivant encore? C'est ça. Ça suffit, quoi. Ça suffit, je crois. Non, mais c'est bien. On est heureux de se retrouver, on est heureux de partager des bons moments. C'est pour ça que les Français vous aimez autant, qu'ils ont autant rêvé devant l'épopée des Verts. C'est parce que vous ressembliez aux Français? Je pense qu'on véhiculait les valeurs qu'ils aimaient, hein, la sueur, le travail, la solidarité. Des mineurs, des ouvriers. On ressemblait à la ville de Saint-Étienne. C'est vrai qu'on a fêté les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, là c'est les 50 ans. Et on a perdu. Alors que vous avez perdu, justement, je voudrais vous montrer ces images. Ne vous inquiétez pas, si vous nous voyez tout en vert, c'est pour marquer aujourd'hui de cette couleur particulière ce jour, ce mercredi 12 mai 1976. L'épopée des Verts, c'est un marqueur pour tous les gens. On voit que c'était une autre époque, quand même. Ah, oui. Vraiment. Et alors celle-là, la fameuse transversale. La France est devenue verte, c'est parti de là. Cette couleur verte remonte aux années 20 et renvoie à une autre épopée, celle du groupe Casino et de son patron Geoffroy Guichard. L'épicier qui a fait fortune ici, à Saint-Étienne, décide de miser sur le sport pour diffuser l'image de sa marque partout en France. Les Guichard font alors construire un stade de foot pour accueillir la jeune équipe de l'association sportive de Saint-Étienne. Et elle joue en vert, la couleur de l'entreprise, du marketing avant l'heure. Et du management aussi. Car dans une ville sans beaucoup de distractions, le stade devient l'épicentre de la vie sociale. Dans les gradins se retrouvent les employés de Casino, les ouvriers, les mineurs de fond. Les supporters, à l'époque, derrière les buts, ils étaient déjà debout. Oui. Maintenant, ils sont encore debout. Oui. Il y a une belle vue d'ici, hein. La plus belle du stade. On raconte que si ça ronronnait un peu sur le terrain, ça pouvait gueuler à la mine, c'est vrai ou pas?
Oui, à la mine, ou c'est la portion, enfin, des expressions du coin. La portion, c'est-à-dire le moment, la pause déjeuner des mineurs, en fait. Oui, voilà. Derrière cette tribune, les dimanches, là, quand ça ronde un petit peu, il y avait une personne qui criait, là, je l'ai encore dans l'oreille. Alors les verts, c'est la portion, on était imprégnés de ça aussi. Voilà, de la culture stéphanoise. Les années 70, à l'épopée des Verts, c'est un contexte particulier, Saint-Étienne. Hein. Les mines commencent à fermer. C'est la France de la désindustrialisation. Il y a un public un peu laissé pour compte à ce moment-là. Ils ont envie de rêver avec vous. À cette époque-là, c'est vrai que Manu France avait des problèmes. La manufacture d'armes avait des problèmes. Et nous à travers nos résultats, on leur a, je pense, apporté beaucoup de joie qu'ils n'avaient plus dans leur vie de tous les jours. Donc je crois qu'ils venaient au stade aussi pour voir des joueurs qui étaient à leur image, qui donnaient tout ce qu'ils avaient et qui étaient solidaires et qui dans les moments difficiles, comme eux, dans les mines ou dans les aciéries, s'entraidaient. Un autre club dont l'histoire est aussi liée à l'histoire ouvrière, vous l'avez particulièrement bien connu parce que vous y avez joué, c'est le FC Sochaux, qui est né sur le site de l'usine Peugeot, la plus grande de France à l'époque. Eh bien, le FCSM a été en grande difficulté financière et ce sont des supporters, des milliers de supporters qui eux-mêmes ont décidé de s'investir financièrement pour sauver leur club. On les appelle les sociaux-chauds. Ah, il est là. C'est la chasse au nom. C'est les résultats du bac, tu sais. Bac, mention héros du patrimoine pour Jean-François Legrand, à la recherche de son nom sur ce mur tout juste dévoilé. J'ai trouvé mon meilleur pote déjà, c'est ça. Hommage aux 11 000 donateurs comme lui, les socios, qui ont sauvé le club de Sochaux en injectant près de 800 000 euros. Là, tu vois la force populaire du truc, hein. le côté vert au stade. Là, du coup, tu deviens une petite brique de ce patrimoine, quoi. Là, tu es rentré dans le marbre. Donc ça, c'était la promesse un petit peu qui a mis des petites balles dans les yeux à tout le monde, quoi. Même au creux de la vague, la passion reste intacte pour ces socios. Comme en Espagne, ses supporters maintiennent à flot ce club mythique, le premier en France à être devenu professionnel, connu pour avoir brillé en Ligue 1 et sur le plan européen. Ses supporters se sont battus aussi pour se réapproprier ce club, détenu par un groupe chinois. Il y a une vraie fierté d'avoir vu ce peuple se réveiller, en fait. On a été à un moment endormis parce que déçus, mais quand le club a failli mourir, ça nous a tous réveillés. Ça a permis à tout le monde de s'engager fortement parce qu'on savait qu'on allait prendre un petit peu possession de ce club en le sauvant et en étant d'une façon pour éviter qu'il y ait d'autres entités étrangères ou consortiums étrangers. Le club revient de loin. C'est officiel, le FC Sochaux est relégué en National 1. Le début de la fin pour ce club historique qui pourrait même mettre la clé sous la porte. À l'été 2023, tout le modèle économique du club de Sochaux s'effondre. Seuls les supporters y croient encore. Bonjour pour les sociaux, la levée de fonds. Fortement mobilisés, ce sont eux qui assurent in extremis la survie du club. La joie des supporters, le soulagement. On y est. Et plus encore, ils contribuent au sauvetage de son centre de formation. C'est l'ADN du club, c'est son joyau, c'est son passé, son avenir, et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin dès maintenant. Comme à l'époque de Peugeot, on ne peut pas acheter des joueurs, donc on les forme. Léna, seule salariée de Sociaux-Chauds, l'association des socios, profite de cette visite des plus gros donateurs pour les sensibiliser à la nécessité d'entretenir ce patrimoine. On est dans un ancien château qui a accueilli la famille Peugeot et qui a été donné par Peugeot dans les années 2000. Et c'est à ce moment-là que le centre de formation a déménagé ici. Son combat, non seulement la transmission d'une histoire, mais surtout la reconnaissance du club comme un patrimoine vivant. Dans cette région modelée par Peugeot, un monument qui fédère toute la Franche-Comté. Et j'ai envie de me battre pour un club qui est plus que du foot. Ça apporte un lien, une possibilité de se rassembler, de la joie, et ça dure depuis très longtemps. Donc du coup, c'est ancré en fait dans les vies de chacun. Ça crée une identité au territoire, ça crée une identité pour les gens qui habitent ici.
Les sociaux chauds sont les héritiers d'un trésor rare que Jean-François, le supporter survolté, a voulu raconter dans une de ses dernières bandes dessinées. Au milieu du musée Peugeot, il nous replonge en 1928. L'histoire commence dans les usines Peugeot, naturellement par du football. La plupart des joueurs ne jouaient que pour le plaisir. C'est ensuite sous l'impulsion de Jean-Pierre Peugeot que la première équipe professionnelle est créée en France. Là, c'est les premiers recrutements des joueurs. Tout l'enjeu pour vous sera de progresser pour intégrer l'équipe Fagnon, dont les joueurs consacreront leur temps au football. Quoi? Mais oui, ils seront payés pour jouer. Et ça, c'est nouveau. On rentre vraiment dans la professionnalisation du football pour la performance. Il y a des ouvriers qui intégreront l'équipe quand même, mais ils seront peu nombreux. À l'époque, il y a des mots qui font peur, hein, le socialisme, le communisme. On cherche à créer un nouvel espoir, mais en le faisant devenir professionnel, ça devenait un moyen d'émancipation. Une histoire qui continue à s'écrire aujourd'hui. Fiers de cet héritage, les Sochaliens se battent sur tous les terrains pour retrouver à l'avenir leur grandeur du passé. Je continue mon périple à Saint-Étienne pour vous souffler une autre histoire. Vous y avez peut-être déjà joué étant petit, en tout cas moi j'adorais ça. La sarbacane, c'est une discipline prise très au sérieux à Saint-Étienne et qui est née de l'industrie de l'armement. Encore aujourd'hui, ça cimente toute une communauté, vous allez le voir dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, dans chacune de ces émissions, je relaye vos appels à l'aide, vos messages, c'est un incontournable. Aujourd'hui, il m'est adressé par une footballeuse de région parisienne, un message au nom du sport, au nom des femmes, au nom de la solidarité. Bienvenue chez Graines de Footballeuse. Moi, c'est Biré, je suis animatrice socio-sportive chez Graines de Footballeuse. Graines de Footballeuse, c'est un projet social, éducatif et sportif qui utilise le football comme levier d'émancipation dès le plus jeune âge. Et pour les jeunes filles, on sensibilise aussi notamment les jeunes filles et les garçons aux stéréotypes de genre dans la société et dans le sport. D'ailleurs, nous organisons un séjour socio-sportif dans le Jura cet été pour 3 semaines et 3 catégories différentes pour les 7-9 ans, pour les 10-13 ans et pour les 14-17 ans. Nous sommes en pleine campagne pour trouver des financements pour pouvoir offrir ce séjour à plus de 40 jeunes. Si vous souhaitez donner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet pour nous contacter. À très bientôt. Le geste est précis, la concentration maximale. Je suis avec l'élite des joueurs de sarbacane, regardez. Le sérieux de la posture, le geste. C'est une discipline qui est née il y a 3 siècles. Cette discipline, la sarbacane, qu'on pratique encore aujourd'hui, une discipline très populaire, regardez le monde, ça va de 10 ans à 83 ans. Et puis là-bas, sur sa chaise, le chevalier, comme on dit, de l'amicale de Tardis, c'est lui qui organise cette compétition. Barrière. Pourquoi la sarbacane à Saint-Étienne? Pourquoi ici? C'est un jeu ouvrier, la sarbacane. Or, on fabriquait des canons à Saint-Étienne, il y a de l'armurerie. Il y a des gars qui ont eu l'idée de récupérer ces canons pour en faire ce jeu de la sarbacane. On a eu jusqu'à plus de 1500 pratiquants ici dans la région sur une grosse 60aine d'associations. Donc ça fait vraiment partie de l'identité stéphanoise. C'est l'identité. Indissociable. Ah oui, complètement. Ça n'est pratiqué que chez nous. Qu'est-ce qui différencie la sarbacane stéphanoise d'autres jeux? L'outil, on a là notre sarbacane à nous. C'est un canon en métal, alors que souvent les autres utilisent des canons en bois percés, des tubes en bois percés. Qu'est-ce que vous avez sur la poitrine là? Là, j'ai joli. Traits. Vous les confectionnez vous-même? Oui, bien sûr, une sorte de flèche composée d'une partie métallique et d'un petit empennage en plume. Vous jouez par équipe de 2 et le but c'est de faire le plus de points possible. Voilà. L'équipe de François, en rouge, est en veine cet après-midi-là. Elle décroche la victoire par équipe et en individuel. Et moi, après le concours, j'ai droit à mon baptême de sarbacane. La distance, c'est bon? Ouais, la distance, c'est parfait. 8,35 m, tout va bien. 8,35 m, c'est précis. 8,35 m, oui. Vous embouchez bien ferme et bien serré. Vous fermez bien les lèvres autour du canon et vous soufflez un coup sec. Ouais, c'est pas mal. Alors, un tout petit peu plus sec. En dehors de la cible, c'est planté quand même. C'est pas grave, c'est planté. En tout cas, je comprends le plaisir que vous avez.
Oui. Bravo. Non, ça s'applaudit quand même, hein. On l'embauche. De chevalier. Oui, ah bah oui, là, complètement. Hein. Là, Merci, c'est super Vous êtes sympa. devenu un chevalier. Oui, c'est un jeu très chouette. J'adore. Je remarque quelque chose ici, c'est que vous êtes tous habillés de manière bien précise. On a un uniforme et on y tient. Et ça remonte à un règlement originel Non, ça remonte à un règlement ancien, mais on devait venir à la Sarbacane en laissant son métier d'ouvrier spécialisé dehors. C'est extrêmement codifié, on doit parler correctement, on doit être bien habillé, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur un pas de tir. Et d'ailleurs, on a des amendes, je les ai apportées là. Alors si on manque une répétition, on prend 50 centimes. Ouais. Si on blasphème dans la salle de répétition, c'est on pareil, prend 50 centimes. Alors bon, ces amendes, elles sont payées dans une boîte à amendes. Et là, c'est l'infirmier qui utilise le contenu de la boîte à amendes pour faire le bien. Faire le bien, c'est-à-dire, il peut y avoir un accident, un chevalier qui a eu un accident, et ben, l'infirmier va aller voir s'il a des soucis pour aider sa famille. En fait, on est un peu sur la naissance des sociétés de secours. Mais ça, c'est incroyable, c'est une mutuelle avant l'heure. C'est une mutuelle avant l'heure. La boîte à amendes, la voilà. On dirait une tirelire. Hein. C'est une tirelire, hein. C'est ni plus ni moins qu'une tirelire. C'est un bel objet. Beaucoup d'amendes dernièrement. Non, il n'y a pas eu beaucoup d'amendes. Oh, on s'en sert plus. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi est-ce que vous menez ce combat tous les jours? Parce que je trouve que c'est un bel état d'esprit, c'est quelque chose d'important, c'est un état d'esprit de confrérie, de société, et je trouve important que ça fonctionne comme ça, et qu'on puisse attirer du monde, et qu'on puisse montrer que ça existait, parce que c'est une façon de vivre, c'est une manière d'être, et que je trouve que cette manière d'être, elle vaut la peine d'être vécue et d'être perpétuée. Je vous confirme, c'est très très beau à voir, et ça fait plaisir de vous voir animé de cette passion. Je vous propose maintenant de quitter à l'instant la Loire pour nous diriger en Meurthe-et-Moselle. À Joffre, c'est la cité natale de Michel Platini, immense nom du football, une cité minière, une cité de la sidérurgie dans laquelle doit voir le jour un musée du football et de l'immigration. Michel Platini en personne est venu soutenir le projet. Nous y étions, nous avons mis nos caméras à ce moment-là. Mais à l'origine du projet, un jeune historien, héros du patrimoine lui aussi, il s'appelle Théo. Sous ces airs austères, c'est une terre bénie du ballon rond. Une ville industrielle, patrie d'adoption de la famille Platini, qui a engendré un petit prodige du football. 1972, un certain Michel se fait remarquer sur la pelouse. Michel, lui, jouait devant, toujours le petit coup de patte. Tac, tac, but, but, but. Et il a marqué, je ne sais pas combien, 25 buts en promotion la première année. Il avait 16 ou 17 ans à ce moment-là. Il avait 16 ans. J'ai en mémoire ces changements d'aile. Il est d'un côté du terrain, il balance à 60 mètres de l'autre côté. Paf, le ballon, il arrive là. Hein. 3 anciens coéquipiers de Michel Platini et un jeune de 33 ans, Théo Georget. À l'écoute des histoires de cette époque où la future star du ballon rond faisait vibrer toute la ville. Alors, Gérard est ici derrière, Oui, grand. le plus grand. Là. Moi, je suis ici, et Michel est au milieu. Tous se sont mis en tête de créer un musée du football et du monde ouvrier. Et Théo a pour mission de raconter cette histoire fusionnelle entre les deux univers. Il y a 2 ans, le chercheur a été recruté par l'association qui porte le projet. Sa mission, écrire le contenu du futur musée. Et tout commence dans la ville de Joffre, la ville de Michel Platini. Michel Platini, lui, vient d'une famille italienne. Son grand-père a immigré en France après la Première Guerre mondiale, s'est fait embaucher en tant que maçon en Lorraine pour reconstruire le pays, la région, dévastée par la guerre. Mais en fait, cette histoire familiale-là, ici, elle est commune à énormément de gens. Autrefois bourgade de 600 habitants, Joffre s'est considérablement développée au XIXe siècle, avec l'une des usines sidérurgiques de la famille de Wendel. À une dizaine de kilomètres de Joffre, le village de Giromont est l'exemple parfait de ces industries qui ont engendré de grands joueurs. 18 professionnels y ont grandi. Les mecs qui mettaient ça rappelait. C'est le tissu comme les bleus de travail. Oui, ça ressemblait à un bleu de travail. Un bleu de travail d'ouvrier. Peut-être mon père il a joué avec ça. C'est possible, il n'y a pas la date. Théo et Michel Keff sont venus voir les trésors détenus par cette cité, autrefois vouée au travail de la mine. Borowski, il me semble qu'il passe professionnel aussi, oui. Strasser, autrichien. La licence est barrée en rouge parce que c'est une licence étrangère. Comme cette coupe qui aura toute sa place dans le futur musée. Putain, c'est 42 kilos. J'étais mineur de fond pendant 20 ans. On peut être fâché en haut, mais au fond, c'est la solidarité qui prime. Les footballeurs de l'époque,
Ils allaient jouer sur un terrain, voilà, et ils allaient se doucher à la mine. C'est vraiment le foot et puis le sport dans l'âme. On ne peut plus imaginer une chose pareille. Il n'y a pas de musée national sur l'histoire du foot. Et donc, nous, on aspire à combler ce vide-là. Et en plus de ça, en mettant l'accent sur cette dimension particulière du foot français qui est le fait qu'il puise une partie de sa force dans l'histoire ouvrière du pays. Le musée du football ouvrier et de l'immigration verra le jour à quelques centaines de mètres du stade Platini de Joffre, dans les locaux de l'ancienne usine sidérurgique. Il offrira une immersion inédite dans l'histoire unique du foot français. Je suis de nouveau à Saint-Étienne. Cette fois, je vous emmène découvrir un quartier hors norme, à l'ouest de la ville, Côte-Chaude. À l'époque de la mine, c'était une cité ouvrière. Le sport et les activités de loisirs structuraient la vie sociale. Tout était géré par la société houillère, qui avait bien compris que pour être bon travailleur, il fallait avoir un esprit sain dans un corps sain. Aujourd'hui, le quartier, encore très populaire, compte près de 3000 personnes. Le sport et les loisirs sont toujours le ciment de la communauté. Ici, près de la moitié des habitants pratiquent une activité. Le club de foot est devenu une institution. Il fête ses 100 ans cette année. Quand on parle du lien entre le sport et le monde ouvrier, il y a une image qui résume tout. C'est l'emblème du Côte-Chaude Sportif Saint-Étienne, le club de foot emblématique du quartier, avec le ballon, la lampe de mineur et les 2 pioches. Et puis sur ce terrain, à l'arrière, 2 crassiers, ça plante un décor. Cet homme que vous voyez là-bas avec sa veste bleue, c'est le président du club, un homme investi comme personne depuis plus de 40 ans. Son prénom c'est Jean, mais bon, ici tout le monde l'appelle Jeannot. Il paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, que s'il te gueule pas dessus, c'est qu'il t'aime pas. Jeannot, je peux vous appeler Jeannot ? Bien sûr. Vous êtes dans votre élément là. C'est vrai, c'est toute ma vie, oui. C'est une grosse partie de ma vie, ça c'est sûr. J'ai passé peut-être plus de temps ici que chez moi. Bon, en définitive. L'héritage du passé minier, il est clairement là. Il y a les crassiers qui sont juste là-bas. Ça c'est le totem, effectivement, du club. D'ailleurs, ça m'est arrivé, dans les moments difficiles, d'emmener les équipes seniors. Je me souviens d'une fois où ça allait pas bien, il n'y a pas suffisamment une bonne mentalité, de les avoir emmenés là-haut, même si c'est interdit, grimper là-haut et de leur expliquer qu'en définitive, ils étaient sur un tas de crasses qui avait été fait effectivement par les fondateurs du club, puisque c'était que des mineurs. Et ça marchait ? Ça marchait, sincèrement, c'est quelque chose qui impactait. Je ne dis pas qu'il faudrait que je le fasse tous les mois, mais de temps en temps, c'est quelque chose c'était une idée qui m'avait plu. Ils en ont conscience, les enfants, de cet héritage minier et de ses valeurs ? Je reste persuadé qu'au fur et à mesure, effectivement, de leur progression dans le club, ils l'apprennent tout seuls, ils l'inculquent tout seuls. Parce que si, je dirais, à la tête, et puis si les éducateurs, effectivement, ils font bien leur boulot, ça va de soi, en définitive. Jeannot a grandi ici, à 2 pas du stade, dans ces immeubles réservés aux familles de mineurs. C'est là que vous avez appris à jouer au foot, ici même. On a commencé ici, voilà. C'était le soir avec l'éclairage des maisons. C'est les parties de foot, avec des poubelles comme cage. Dans ce quartier, on avait beaucoup de Polonais, il y avait beaucoup d'Italiens, il y avait beaucoup de Maghrébins. Et une bonne entente ? Ah, mais excellente. Il n'y avait jamais de soucis, il n'y a jamais rien eu, jamais de problème. Aujourd'hui, si ce quartier populaire de Saint-Étienne n'est pas considéré comme difficile, c'est grâce à son club de foot, mais aussi à son second poumon, où s'entretient là encore l'héritage sportif et ouvrier, l'Amicale laïque de Côte-Chaude. Ses origines remontent à 1903. Je te présente Célia. Et bonjour. Salut Célia. La directrice du centre.
C'est l'équivalent de Jeannot, mais pour l'amicale laïque. Plus ou moins, parce que moi je suis salariée et que Jeannot fait ça bénévolement. Qu'est-ce que c'est une amicale laïque? Une amicale laïque, c'est une structure de quartier dans lequel, qui est ouverte à l'ensemble des habitants, où on propose des services pour les familles, pour les enfants, pour les adultes, des activités sportives. Donc il y a des valeurs particulières? Oui, les valeurs des amicales laïques, c'est vraiment faire de la cohésion sociale sur le territoire, travailler sur les questions du vivre ensemble, de la solidarité. L'activité sportive, ça contribue à briser l'isolement, Oui. à se sentir bien dans une société, dans un quartier. Oui, et puis sur un terrain de sport, on n'a pas d'origine, on n'a pas de compte bancaire, on est tous sous un maillot partagé ou pas. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que ça contribue à échanger, à partager des valeurs avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans d'autres circonstances. Le rôle de l'amicale, c'est aussi de prévenir l'isolement social, notamment des anciens. Ah, c'est l'autre endroit incontournable ici, non? Oui, c'est ça. Ici, c'est le cercle, donc c'est le bar associatif de l'amicale. On a les habitués qui s'y retrouvent régulièrement, et des joueurs de tarot, jeux de société, des gens qui viennent pour discuter, créer du lien. L'amicale compte 800 usagers, 107 bénévoles. On passe un moment ensemble, on joue, on discute et voilà. C'est votre deuxième maison un peu ici finalement. Ah, c'est deuxième maison. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit groupe, vous voyez, il y a une dame qui est malade aujourd'hui, c'était son anniversaire. Et on l'a appelé tous ensemble pour lui souhaiter son anniversaire. Ah. Donc c'est un lien qui se fait, qui est assez fort. Et c'est très agréable à voir. Les fondateurs de l'amicale auraient-ils pu penser que 123 ans plus tard, le centre serait toujours aussi vivant? Mais à quel prix? L'association, ses 11 salariés sont aujourd'hui en difficulté. La raison, le désinvestissement des pouvoirs publics dans le secteur social. Célia et Jean se battent chaque jour pour faire vivre ce patrimoine. Allez, je vous emmène découvrir à présent un inconditionnel des objets en lien avec le sport. Il est en quête de trésors, mais surtout d'identité. Je pense que c'est... Il vient de faire 500 km pour arriver à son rendez-vous dans les rues de Saint-Étienne. Comme là, comme... Jean-Marc Lenné est un expert en objets liés au sport. Il collecte avant de vendre aux enchères. Donc là, on est vraiment au centre de Saint-Étienne. Ce jour-là, il doit se rendre pour la 3e fois chez un particulier, un supporter des Verts, qui lui confie toute sa collection. Sur la première partie que nous avons déjà enlevée, il y a des maillots très intéressants, des maillots des années 70, des années 80. Donc, on espère qu'il y aura aussi des belles choses. Voilà. Ce rendez-vous est un moment fort et difficile. Le vendeur, Alain, a perdu son fils il y a 1 an. Fans absolus du club de foot de Saint-Étienne, tous deux avaient constitué une immense collection. Ça va? Oui, je me doute. Les écharpes, ça c'est bien. Les programmes. Alors vous voyez, il y a du moderne et du moins moderne. C'est un patrimoine là qu'on va gérer. Je ne sais pas comment je vais faire. Non, ça ne va pas passer là. En tout, on est au-delà des 400 maillots. C'est incroyable. C'était une collection qu'on faisait tous les deux. Enfin, moi, j'avais commencé et lui, il était passionné par ça. Donc, autant récupérer un peu d'argent. Je suis fier et content quand j'ai réussi ma mission et que ça a permis de remettre des gens dans des situations un peu plus confortables. Ça me rend heureux pour ces gens-là. Alain veut redistribuer l'argent à ses autres enfants, ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Marc. C'est un expert avec un supplément d'âme qu'il habite au fil des kilomètres. De longues distances qu'il parcourt pour rassembler les mémoires du sport. Nous l'accompagnons jusque chez lui dans l'Essonne, où il travaille en famille. Waouh. Il y en a, c'est incroyable. Pendant combien d'années il a collectionné? C'est des dizaines d'années, là. Matuidi. Ah bah Matuidi, oui. Matuidi. C'est pas mal. On a la représentation de 50 ans de maillot de la SSE, donc ce qui est quand même assez unique.
C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça, c'est considéré pour nous comme une très belle pièce. C'est aussi cette émotion qu'on va essayer de transmettre à travers cette vente dédiée à l'AS Saint-Étienne. L'expert est devenu en un peu plus de 20 ans une personnalité incontournable. Il a dans ses locaux de nombreuses pièces de grande valeur. Zinedine Zidane, et c'est un des maillots préparés pour la Coupe du Monde 98 face à l'Afrique du Sud. Donc ça reste une pièce très recherchée. On va être sur une base à plus de 5 000 €. Mais aussi plus ancien. Est-ce qu'il est par là? Ce maillot de 1982 de triste mémoire pour les supporters français. Celui du gardien allemand Harald Schumacher. Une pièce historique très importante. Les grands maillots vont avec les grandes histoires. Chaque maillot qui passe dans les mains de Jean-Marc est expertisé. On va aller rechercher dans des bases de données. Parfois pendant plusieurs heures. 9 avril 85, donc ça m'intéresse. Grâce à des archives, il va déterminer avec certitude l'histoire du maillot. Et maintenant, on va aller plus loin pour déterminer que c'est bien un maillot pro et non pas un maillot boutique. Est-ce qu'un joueur a utilisé ça? Alors on va voir. Plus vous redescendez dans le temps, moins il y a d'archives. Donc plus c'est complexe. Il sent pas le neuf. Dernière étape avant de lancer une vente aux enchères, des photos, les plus réalistes possibles pour constituer un catalogue pour les acheteurs. Aline, la femme de Marc, s'en occupe. C'est des maillots qui font rêver. Donc tout se fait sur le visuel du maillot et la description et l'histoire que vous donnez au maillot. Des milliers de pièces sont ainsi immortalisées chaque année. Le maillot est devenu un objet de mémoire. Et même un peu plus que cela. On est dans la relique et le souvenir, c'est toujours lié à la mémoire et à la passion. Pour Jean-Marc, c'est le cœur de la mission qu'il s'est confiée. La transmission de pages d'histoire sportive. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Dernière étape de mon périple au cœur de la culture ouvrière stéphanoise, le marché. Ça birle pas trop là au tracol là? Il fait pas bien chaud, hein? Ouais. Où l'on entend parfois cette drôle de langue. Ça vous met pas trop la lourde quand même? Le canon là à 10h du mat, tout le brave monde. Oui, on n'est pas des beaux signes, nous. Ni des badabeux. Ni des garagnats non plus, hein. Attention, hein. J'adore ce langage fleuri qu'on entend sur le marché ici à Saint-Étienne. C'est du gaga, le parler stéphanois, cette langue qu'on parle encore parfois, quelques expressions par-ci, par-là, le week-end, en tribune, à Geoffroy Guichard ou sur les marchés. Une langue que parle encore Quentin, un de ses plus grands défenseurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, par exemple? Là, j'ai pris des nouvelles, là. C'est vrai que ce matin, il fait un peu froid, tu vois. À Saint-Étienne, on dit ça burle. Ça burle? Ouais. Tu vois, avoir la lourde aussi, tu vois. Avoir la lourde, tu sais, quand tu dis trop des canons, tu vois, t'as la lourde, tu vois, t'as la tête qui tourne. Mais ça va au-delà. On peut dire avoir la lourde quand on a un peu marre, quand t'as mal à la tête, quand t'es fatigué. Ouais, ça me fout la lourde, j'en ai marre de ce truc, tu vois. C'est toute la culture orale stéphanoise. C'est un parler issu du monde ouvrier? Beaucoup. C'est ça. Hein. Saint-Étienne, c'est l'histoire de l'immigration ouvrière. Hein. Donc, 8 jours sous une benne, comme on dit. Ouais, ça, c'était à l'époque. Ils disaient ça au stade, là, quand les joueurs ne mouillaient pas le maillot. Ils criaient 8 jours sous une benne. La benne, tu vois, c'est le wagon. 6 œufs? À la mine. On appelle ça la benne à Saint-Étienne. Et du coup, on disait 8 jours sous une benne, tu vois, ça t'apprendra. Tu vois, c'est... relativise un peu. Il y a des conditions plus dures, il y a des choses plus dures dans la vie. Et ça vient de là, cette expression. Il y a quoi comme expression aussi, ou comme mot peut-être en gaga que tu affectionnes tout particulièrement? Fouilla. Fouilla. Ça, c'est typique de Saint-Étienne, fouilla. C'est pour marquer l'expression. Fouilla. C'est une ponctuation. Ouais, c'est un peu le peu cher de Marseille, tu vois. Mais nous, on va dire fouilla à Saint-Étienne. Cette langue, c'est celle de son enfance, qu'il écoutait au stade ou dans sa famille. Quentin fait tout pour ne pas qu'on l'oublie. Alors, il a décidé de transporter le gaga sur scène, avec son ami Philippe. Oui, regarde-moi l'autre, hein. Un de gu encore en train de broyer au corneille. Oui, foutez-moi la paix, là, oh. Tu vois pas que je suis concentré, là, oh. Oui, mais y a pas qu'au centre que t'es con. Sur les bords aussi, hein. Oui, foutez-moi la paix. J'ai rencontré un erge. Pourquoi est-ce que c'est important de défendre le gaga que plus grand monde ne parle vraiment aujourd'hui au quotidien à Saint-Étienne? Non, c'est vrai, non, soyons honnêtes, il y a encore quelques
tournures de phrases qu'on emploie à Saint-Étienne, quelques mots quand même, à droite à gauche, hein, qu'on reprend. Mais c'est quand même, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine culturel et c'est un patrimoine oral. Et c'est bien de le faire vivre encore. Quentin, authentique héros du patrimoine oral ouvrier stéphanois. Il est temps maintenant de vous présenter, comme dans chaque émission, mon coup de cœur. Direction les Monts du Lyonnais, au nord de Saint-Étienne, pour une visite exceptionnelle, celle d'un musée privé, quelque part dans la campagne. Un musée tout en verre. Dominique Battenet, Patrick Réveilly. Je ne sais vraiment plus du tout où donner de la tête, c'est exceptionnel. Rendez-vous compte, 17 000 objets patiemment accumulés au fil du temps par un des plus ardents défenseurs du patrimoine sportif stéphanois. Je ne dirai pas son nom, je ne dirai pas où je me trouve, il préfère rester discret. Ah, ils sont tous là, les légendes, les héros de 76 de la finale à Glasgow. Dominique Rocheteau, Patrick Revelli et tous les autres. Un tapis de cartes. Saint-Étienne, à l'époque, était vraiment en avance sur son temps. Sur la vente de produits dérivés, c'était même les champions d'Europe en la matière. En tout cas, quand on voit un endroit comme celui-ci, on se dit que la flamme des Verts et l'esprit du sport ouvrier ne sont pas prêts de s'éteindre. J'espère vous en avoir convaincu aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran pour m'adresser vos idées ou vos appels à l'aide et je les relayerai avec grand plaisir. Qui sait les plus forts ? C'est vous, évidemment. Et tous ceux qui œuvrent pour le patrimoine, encore merci et à très bientôt.